Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Alors le débat continue de brasser aux États-Unis, mais là ça a débordé même chez nous sur le congédiement de Jimmy Kimmel, mais toute la question de la liberté d'expression. Puis on veut revenir sur notre discussion d'hier parce qu'on a vu les commentaires, là, toi et moi, de nos auditeurs. Il y a des gens qui voient la façon dont ils voient ça, c'est qu'il y aurait une guerre, deux camps. Le camp Kimmel, le camp anti-Kimmel. Puis toi, hier, t'as pris le camp Kimmel. Puis il y en a même qui vont plus loin en disant, lui, dans le fond, ça veut dire que Bureau, là, il aime l'émission de Jimmy Kimmel. Attention, parler de liberté d'expression, c'est pas ça, là. C'est visiblement mal compris, le concept, là, hein? Et peut-être qu'on se comprendra jamais, et j'ai pris la bonne habitude de ne jamais réagir à des commentaires bons, mauvais ou de gens qui n'ont pas compris parce que c'est un combat qui est perdu d'avance. Sinon, dans ce cas-ci, on est au cœur de l'enjeu sur la liberté d'expression, de ce que disait Donald Trump et le mouvement MAGA pendant des années. Il y a des risques qu'on soit annulé, il y a un espace de liberté d'expression qui se rétrécit et on doit se battre pour faire en sorte que cette liberté d'expression soit protégée. Je le disais hier, je le disais il y a 5 ans et je le dis aujourd'hui. Il n'avait pas tort et aujourd'hui, le combat doit se continuer puisqu'on est en train d'appliquer aujourd'hui la même méthode que celle de ceux qu'il montrait du doigt à l'époque, les wokistes qui voulaient faire taire ceux qui ne disaient pas les bonnes affaires, ceux qui n'avaient pas le bon discours. Or, aujourd'hui, on est dans le même film. Et Kimmel, comme Stephen Colbert, dont on a appris il y a quelques mois que son show ne serait pas renouvelé à la fin de l'année, Stephen Colbert, qui était aussi, qui est toujours un de ceux qui, soir après soir, s'attaque à Donald Trump, ce qui est son droit le plus légitime, des fois de façon drôle, des fois de façon pitoyable. C'est souvent de l'enfonçage de portes ouvertes entre gens qui sont convaincus des mêmes affaires. Kimmel participe à ça. Et justement, donc, je lisais, ça y est, il adore Kimmel. Est-ce que il ne le mérite pas, dans le fond, quand on pense à tout ce que Kimmel a fait dans le passé, pendant la COVID, ça n'a aucune importance. Et si je dois donner mon opinion, puis elle n'a pas d'importance, j'ai pas d'affection particulière pour Kimmel, et je sais qu'il a souvent, non pas abusé de sa tribune, mais il l'a utilisé, comme je le disais hier, d'abord de façon partisane. C'est un partisan, c'est quelqu'un qui a participé à une levée de fonds du Parti démocrate. Ça n'embêtait pas son employeur ABC. Personnellement, je pense que c'est un véritable enjeu quand tu as quelqu'un à l'antenne, même s'il ne fait pas de nouvelles et d'informations, quand tu animes un talk show de fin de soirée, est-ce que tu veux exposer ta vedette à faire de la levée de fonds? Pour moi, ça soulève un enjeu. Mais ça relève que du contrat qui lie ABC à Jimmy Kimmel. Tout ce qu'il a fait avec sa COVID Barbie, c'était par moments odieux, mais ça n'a pas d'importance. Parce que ce dont on parle, c'est le droit de s'exprimer. Puis pour nous, spectateurs, auditeurs, citoyens, de pas écouter quand c'est ça ça nous que j'allais dire, parce que l'ultime choix, s'il y a 0 de code d'écoute, puis que ce discours-là, ça devient une question économique de l'employeur de dire, regarde, là, on va pas faire un show déficitaire comme ça, donner des millions aux gars pour animer, puis il y a personne qui regarde, là. Rachel Maddow a mené une campagne hystérique à CNBC, et je dis bien hystérique parce que ce l'était, mais payante pour l'antenne, pendant le premier mandat de Trump, avec l'affaire du Russiagate. L'histoire et les faits lui ont donné tort sur toute la ligne. L'entreprise, NBC, c'était la CNBC, qui est la petite antenne, a fait des millions avec ses rants qui étaient répétés tous les jours. Est-ce qu'elle faisait de l'information? J'en suis pas certain. Est-ce que Fox tous les jours fait de l'information? J'en suis pas certain. Est-ce que CNN fait tous les jours de l'information? J'en suis pas non plus certain. On est dans ce monde-là. Est-ce que tu, comme président, ou comme patron de la FCC travaillant pour le président, parce que la FCC, la Federal Communication Commission, c'est l'équivalent de notre CRTC. Et qu'est-ce que fait mercredi le patron, ça en parlait hier, c'est qu'il a dit, après avoir entendu Jimmy Kimmel, qui lundi commentait ce qui s'est passé avec Charlie Kirk en disant son tueur, c'est peut-être un supporter MAGA, c'est pas quelqu'un qui est associé au mouvement progressiste. C'était malhabile, c'était pas drôle.
il avait le droit de le dire. Et quand tu as le patron de la FCC qui sort sur la place publique, très bruyamment, et qui dit « Attention, si vous faites pas taire votre animateur, on va s'occuper de vous. » Ben, ABC a fait ni un ni deux. Ils n'ont pas envie que la FCC s'occupe d'eux. Est-ce qu'ils sont courageux? Non. Est-ce que CBS a été courageux quand ils ont annoncé, il y a quelques mois cet été, que Stephen Colbert serait pas renouvelé, alors que tout le monde savait que CBS était dans l'attente d'un feu vert de l'agence de régulation pour fusionner avec Skydance. Là aussi, on en parlait hier. Ça donne l'impression, sinon on en a la certitude, qu'ils ont choisi de sacrifier quelqu'un au nom d'une transaction multimilliardaire qui... Alors, est-ce qu'ils sont de bons citoyens? Mais la leçon qu'il faut comprendre, le questionnement dans ce que tu nous décris, c'est est-ce que dans un univers où il se dit toutes sortes de choses, puis une partie, tu sais, mettons que t'es à gauche, à droite, au Québec, souverainiste, fédéral, une partie fait ton affaire, une partie fait pas ton affaire, mais est-ce que tu veux avoir le gros bras du gouvernement qui apparaît dans l'écran là, pour aller enlever des voix, là? Tu sais, c'est ça la question. Est-ce que tu veux le gros bras de l'État qui vient déterminer qui a le droit de parole puis qui l'a pas. Puis là, une fois que tu rentres là-dedans, c'est complexe, là. En général, tu rétropédales une fois que tu as vu les risques. Mais souvent, tu veux que quelqu'un se mêle de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et généralement, c'est catastrophique. En Europe, la parole est beaucoup plus ceinturée, corsetée. D'ailleurs, on peut faire même l'hypothèse que les États-Unis, en raison de leur premier amendement, se sont souvent réjouis de ce que sur l'Internet, la parole était réglementée par les agences européennes, parce que ça n'a pas de frontières. Puis c'est souvent la Commission européenne et ses différents officines qui ont dit ce qu'on peut permettre et ce qu'on peut pas permettre sur les réseaux, parce qu'aux États-Unis, en vertu du premier amendement, il y en a large que tu peux dire. Et tu as parfaitement raison. C'est d'ailleurs au cœur de ce qui s'est passé dans les fameux Twitter Files, où on a découvert que des agences du gouvernement étaient très intimement dans le lit avec les grandes plateformes, Meta, Twitter à l'époque, avant que ça soit racheté par Musk, qui a depuis fait en matière de liberté d'expression aussi des écarts qui nous rapprochent pas d'une vérité optimale. Mais le FBI, pour ne pas les nommer, d'autres agences du département d'État travaillaient avec les plateformes pour dire lui, elle, ce compte-là, c'est peut-être pas les bons, ils répandent la mauvaise information et les plateformes ont obtempéré. Ça a beaucoup changé. Il y a le cas du New York Post là, qui a fait l'histoire, là. C'est le plus flagrant, évidemment, mais certainement pas le seul. New York Post, qui en octobre 2020, pendant la campagne, à quelques semaines du rendez-vous des élections, sort une information. C'est un des journaux, c'est un tabloïd extrêmement puissant, populiste et associé à la droite, il n'y a aucun doute, ou à une certaine droite, sort une information selon laquelle ils ont entre leurs mains l'ordinateur ou le contenu de l'ordinateur d'Hunter Biden. Immédiatement, c'est fake news, c'est considéré comme de l'intoxication, de la manipulation russe. Il y a des agences du gouvernement qui vont d'ailleurs communiquer avec les grandes plateformes de réseaux sociaux pour leur dire « Attention, il faut faire gaffe ». Et les premiers à le faire, à ce moment-là, je le rappelle, Elon Musk n'est pas le propriétaire, mais c'est Twitter qui suspend le compte du deuxième journal de mémoire le plus lu aux États-Unis, certainement un des plus vieux journaux. On est donc dans les médias dits traditionnels, une institution historique, mais parce qu'elle publie quelque chose qui ne veut pas être entendu par certainement les démocrates à l'époque, se voit suspendre son compte. C'est exactement contre ça. Or, après coup, on a su après coup que finalement, journalistiquement, ça avait sa place, là. C'était parfaitement fondé. On a appris plus encore, Mario, qu'au moment où le FBI mettait en garde les plateformes, ils avaient, eux, récupéré l'ordinateur et pouvaient témoigner de l'information qui se trouvait sur son disque dur. Donc, et donc aussi savoir que c'était pas une manœuvre qui avait été ourdie par les Russes. Et ça nous ramène à ce qui se passe en ce moment, aux déclarations qui sont plus qu'inquiétant de Donald Trump hier quand il rentrait d'Angleterre en disant il faudra enlever le droit de diffusion à ces télévisions qui mettent à l'antenne des animateurs qui m'aiment pas. Est-ce qu'il tient un point quand il dit les réseaux, les médias et le mainstream, parce que c'est l'expression consacrée, certains préfèrent médias de référence, depuis 10 ans livrent une guerre souvent implacable contre Donald Trump. C'est vrai, c'est fondé. C'est aussi leur droit.
C'est peut-être injuste, mais ils avaient le droit de le faire. Et Donald Trump a trouvé des parades, a trouvé des moyens, a mis à profit, par exemple, en campagne de 2024, des médias non traditionnels qui ont très bien diffusé le message. Il a réussi à faire la preuve que sa parole pouvait être entendue. Mais est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je fais faire taire ceux qui rient de moi, ceux qui publient des nouvelles que je n'aime pas, c'est à sa face même, c'est absurde. Et il faut se faire à l'idée, parce que la liberté d'expression, le problème, c'est qu'on pense que c'est toujours la nôtre, notre vision, mais pas celle de celui ou de celle qu'on n'aimerait pas entendre. C'est pas ça. Très intéressant. Stéphane, merci. Bonne fin de semaine. Au revoir. Salut Mario.